invité ce matin, 8h34 sur l'antenne de Sud Radio, Véronique Louwagie, qui est ministre déléguée au commerce, à l'artisanat, aux PME et à l'économie sociale et solidaire. Véronique Louwagie, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, ça me fait plaisir de vous recevoir, parce qu'ici, nous défendons les PME, nous défendons les commerçants et l'artisanat. C'est le cœur de l'économie française. Donald Trump menace de taxer à 200% vin, champagne, alcool français et européen si l'Europe ne retire pas son projet de taxe sur le bourbon américain, projet de taxe à 50%, consécutif projet de taxe aux taxes imposées par les Américains sur l'acier et l'aluminium européen. Vous êtes inquiète pour la filière viticole ? Alors, en tout cas, je regrette évidemment ces décisions parce que ce sont des mesures préoccupantes. Je note toutefois que l'Union européenne a répondu de manière très rapide, unie et de manière forte, en répondant avec une première slave de droits de douane, également à hauteur de 8 milliards d'euros. Et je crois qu'il faut Italien et espagnol sur la même ligne que nous ? En tout cas, l'Union européenne, globalement, est sur cette ligne-là. Il y a d'ailleurs une deuxième slave qui est prête, si jamais, effectivement, Donald Trump continue dans cette escalade. Ce que je veux dire ici, c'est que ce sont d'abord les Américains qui vont être, je dirais, pénalisés par de telles mesures, et qu'effectivement, il faut que nous protégions des filières, puisque la filière viticole, je pense à la filière du cognac aujourd'hui. Comment la protéger ? Eh bien, écoutez, des dispositifs, des situations équivalentes sont déjà produites par le passé. Nous avons eu des réponses, il y aura encore des réponses, et quand nous voyons finalement Donald Trump là qui veut répondre dans le cadre d'une escalade, on voit qu'il est perturbé. Effectivement, il faut établir un rapport de force, il faut toutefois continuer à discuter avec lui. Il y a à la fois de la diplomatie, mais il faut montrer, je dirais, une force. Un rapport de force, c'est-à-dire ? Eh bien, il ne faut pas céder ? Non, il ne faut pas céder. Il a commencé, et on le voit d'ailleurs avec d'autres États, je pense au Canada, au Mexique, on a eu autant de reculades que de décisions sur un certain nombre de décisions qui avaient été prises. Donc effectivement, il faut apporter une réponse, et l'important c'est que la réponse soit apportée au niveau européen. Je crois que ça c'est fort, et ça donne une force encore plus importante à la réponse qui doit lui être apportée et qu'il faut lui être apportée. Est-ce qu'il y a d'autres produits américains qui pourraient être taxés ? On parle du bourbon, mais d'autres produits américains ? Alors, il y a trois beaucoup parlent du produits, coca, là. mais enfin le coca est fabriqué en France. Hein, oui, il y a trois produits là qui sont taxés dans la réponse européenne, hein, les Harley Davidson, le bourbon et les navires américains. Il y a une autre liste de 90 pages qui est prête au niveau européen pour taxer d'autres produits venant des États-Unis. Au niveau européen, quelques produits, je n'ai pas la liste. Mais en ce qui concerne la vie quotidienne des consommateurs français, un grand nombre de produits, même des marques américaines, sont produits sur le territoire européen. Je pense à tout ce qui concerne, par exemple, une marque Coca-Cola, c'est produit sur le territoire européen. Voilà. Là où on risque de souffrir, effectivement, c'est sur toutes nos exportations. Parce qu'effectivement, s'il y a des droits de douane comme le niveau qui est annoncé par Donald Trump à 200%, effectivement, il y aura des impacts. Donc il faudra qu'on apporte une réponse, un soutien, mais en tout cas... Un soutien financier, par exemple ? Il faudra réfléchir. Nous n'en sommes pas là. En ayant apporté une réponse déjà de droit de douane à Donald Trump, je pense qu'il est perturbé par ça, et il faut continuer sur ce rapport de force. Bien. Véronique Louwagie, effort de défense. On parle beaucoup d'efforts de défense. Alors comment financer ? Le 20 mars prochain, on en saura un petit peu plus, jeudi prochain, parce que le ministre de l'économie annoncera les mesures. Mais il y en a une qui est proposée par la CPME. La CPME, c'est la Confédération des petites et moyennes entreprises, que vous connaissez bien, vous êtes leur ministre en quelque sorte, qui propose de travailler 1 heure de plus par semaine, 36 heures par semaine au lieu de 35. Cela permettrait de donner un élan à l'économie française, de produire plus, mais aussi de permettre de sauver, dit la CPME, notre régime de retraite, en permettant à un salarié de capitaliser 7 heures pour sa future retraite. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ? Est-ce que vous la soutenez ? Alors, vous avez évoqué la question en partant de la défense et de la retraite. Donc, on a des questions de financement pour les deux sujets, mais ils sont de nature différente. En ce qui concerne le financement de la retraite, c'est vrai qu'il y a une difficulté. C'est la raison pour laquelle le Premier ministre a confié, je dirais, aux partenaires sociaux des discussions sur les questions de retraite. Donc, il appartient aujourd'hui
aux partenaires sociaux de faire des propositions en matière de retraite. La CPME en fait une. Eh bien, est-ce que vous la soutenez? La CPME fera cette proposition de retraite, je pense. Elle l'a déjà faite. Elle l'a ici fait. Même, sur l'antenne de Sud Radio. Mais là, il appartient aux partenaires sociaux de définir entre eux un accord sur le financement des retraites. Est-ce que vous êtes favorable à cette idée ou pas? Je considère que nous avons il nous faut rechercher des moyens de financer nos dépenses. Il nous faut rechercher des moyens de financer toutes les dépenses militaires de défense que nous allons devoir assumer. Pour financer ceci, il y a deux moyens, ou d'avoir recours à l'emprunt, mais ça n'est pas forcément une bonne solution, puisque vous savez que nous avons une dette importante. Donc, pas d'emprunt. Il s'agit de baisser également, de rechercher de baisser nos dépenses publiques, et ça je pense que nous devons faire des efforts importants. Je sais que Éric Lombard, Amélie de Montchalin y travaillent, et tout le gouvernement y travaille. Et il nous faut également créer de la richesse, produire de la richesse. Et pour produire de la richesse, c'est par l'activité. Et l'activité, c'est par effectivement le travail. Donc nous avons une difficulté en France, c'est sur le taux d'emploi des seniors, le taux d'emploi des jeunes également. Et effectivement, je pense que nous devons travailler plus. Donc travailler plus. Vous êtes favorable à cette proposition? Alors je ne sais pas si c'est la bonne proposition. C'est ce que vous me dites, sans vouloir le dire. Mais bon, c'est 36 heures par semaine. Oui, ça peut être 36 heures, ça peut être aussi 37, une autre modalité. Mais je pense que nous avons intérêt à travailler plus pour créer de la richesse et pour pouvoir aussi maintenir le modèle social qui est le nôtre, auquel les Français sont très attachés. Il faudra travailler plus, donc plus de 35 heures par semaine. Il appartient là en tout cas aux partenaires sociaux de faire des propositions concernant le financement des retraites. J'ai bien compris, vous voulez pas le dire, parce qu'évidemment ça va faire du bruit si vous le dites. Non, moi je suis favorable. Cette proposition est une bonne proposition. Moi je suis très heureuse. C'est une bonne proposition. Oui, c'est une bonne proposition. Moi je suis très heureuse que les partenaires sociaux fassent des propositions. Cela montre que chacun prend conscience de la situation dans laquelle le pays est, et aussi du souhait que nous avons de protéger et de maintenir notre modèle social. Dites-moi, un effort de défense, c'est bon pour les PME françaises, pour de nombreuses PME et entreprises intermédiaires. Bien, écoutez, tout ce qui participe à la production, à l'activité, effectivement, est bon pour nos entreprises. En matière de défense, nous avons 4000 PME, c'est un nombre important, c'est 30 milliards de chiffres d'affaires qui sont organisés dans des filières, dans un écosystème européen, et tout ce qui participe à l'activité, effectivement, est bon pour l'économie, est bon pour l'emploi, et est bon pour les Français. 60 000 chefs d'entreprise ont perdu leur emploi en 2024, 60 000, et 1% seulement ont une assurance chômage. Alors que ça coûte quoi? 70 à 80 euros par an, une assurance chômage. Pourquoi n'est-elle pas obligatoire pour les chefs d'entreprise, cette assurance chômage? Vous savez, moi je ne suis pas très favorable à un grand nombre de dispositifs obligatoires. En revanche, il faut probablement faire plus la promotion de ces dispositifs qui n'est peut-être pas bien connu des entreprises. Je veux juste ajouter que si nous avons eu un nombre de défaillances, un nombre d'arrêts d'entreprises en 2024, c'est parce qu'il y a eu aussi une très forte instabilité politique. Nous avons été une période également sans budget. Tout ça n'a pas favorisé l'économie. Et je note qu'aujourd'hui, nous avons retrouvé une stabilité, une confiance également. Je note que la Fédération française du bâtiment, il y a quelques jours, indiquait que finalement les pertes d'emplois qui avaient été prévues seraient moindres de 50 000 par rapport à ce que la Fédération française du bâtiment avait prévu. Donc vous voyez, il y a une confiance qui est retrouvée et c'est une très bonne chose. Les PGE des entreprises doivent encore combien? 38 milliards d'euros? Oui, alors sur les PGE, il y a eu un remboursement relativement important. Il reste à peu près 40% des PGE qui doivent être remboursés. On arrive dans des situations un petit peu plus compliquées. Ce que je dis, moi, et je demandais d'ailleurs, que toutes les demandes de rééchelonnement des PGE soient examinées. S'il y a des chefs d'entreprise, des entreprises aujourd'hui qui ont besoin de rééchelonner, réétaler, il faut qu'ils en fassent des demandes. Aux banques d'accepter des rééchelonnements. Je demande que toutes les demandes de rééchelonnement soient examinées par les organismes financiers. Et j'invite les chefs d'entreprise à aller voir leurs organismes financiers. Vous avez entendu, chef d'entreprise, vous avez un PGE encore à rembourser, vous allez pouvoir allonger vos crédits. Oui, je pense qu'il faut apporter une réponse. Au demeurant, les PGE étaient sur une durée courte. Je
rappelle qu'il y avait un soutien important de l'État. C'est un dispositif qui a bien fonctionné. Beaucoup d'entreprises s'en sont saisies. Et je note également que les entreprises ont plutôt bien remboursé parce que nous avions prévu dans les comptes de l'État des provisions pour une sinistralité. Et les provisions n'ont pas été utilisées. Donc il y a eu un bon retour sur les PGE. Véronique Louwagie, cela fait très longtemps que je fais ce métier. Ça fait très longtemps que j'entends parler de simplification. Tous les gouvernements, tous les pouvoirs, tout le monde m'a parlé de simplification. Je n'ai jamais rien vu venir. Alors, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il y aura bientôt un projet de loi de simplification? Sur la simplification. Alors, je peux vous annoncer même la date du projet de loi simplification à l'Assemblée nationale, puisqu'il sera examiné début avril, probablement autour du 7 avril. C'est un projet de loi qui est fortement attendu par le monde économique, par les entreprises, qui va permettre, je dirais, Quelle sera la mesure principale ? Il y a un grand nombre de mesures à la fois en termes de pour faciliter la commande publique, qui est fortement des mesures fortement attendues par les entreprises. C'est-à-dire pour faciliter la commande publique. Pour simplifier l'accès à la commande publique des PME aujourd'hui, quand vous voulez accéder à la commande publique, il faut donner un grand nombre de documents, fournir énormément de documents. C'est très lourd. Donc là, il y aura une plateforme qui va être créée et qui, lorsque l'entreprise saisira son numéro SIRET, un grand nombre de données qui sont déjà dans des circuits de l'administration viendront alimenter cette plateforme. Et il y a une autre mesure qui est fortement attendue par le monde économique, c'est le test PME. C'est-à-dire que c'est un test qui permettra de mesurer avant un projet de loi, avant un décret, tout l'impact sur une entreprise. Parce que finalement, la norme, il faut certes qu'elle soit lisible, il faut qu'elle soit compréhensible, mais également proportionnée à la taille de l'entreprise. Et là, c'est vrai que nous avons des normes aujourd'hui qui, appliquées à une grande entreprise, à un groupe coté, qui, quand elle doit s'appliquer de la même manière à une PME, ça n'est pas applicable. Donc nous allons organiser tout un mécanisme où nous testerons préalablement l'impact de la norme. Ce sont des dispositifs qui existent dans d'autres pays, les Pays-Bas, l'Allemagne, qui fonctionnent très bien. Et donc nous allons le mettre en œuvre très rapidement. Donc et d'ailleurs, j'aurai l'occasion de tester le test PME sur une norme avant qu'il soit mis en application dans quelques jours. Bien, Véronique Louwagie, est-ce que aussi les fiches de paie qui sont à rallonge, est-ce que vous allez simplifier les fiches de paie ? Est-ce que, au lieu d'avoir 50 lignes, nous en aurons 5 ou 6 seulement, bientôt? Alors, il y avait eu l'idée dans ce projet de loi d'avoir un bulletin de paye simplifié. Mais finalement, nous avons renoncé à ce dispositif parce que cela faisait quasiment 2 bulletins de paye. Je le fais un petit peu court. Donc, dans l'immédiat, c'est renoncé. Et il y aura des travaux qui seront conduits. Ça n'est pas forcément dans ce projet de loi simplification, mais il y a une volonté. Parce qu'il y a ce projet de loi simplification. En matière de simplification, il y a un nombre d'éléments également qui relèvent du réglementaire. Puis il y a des dispositifs opérationnels. Je pense au nombre de CERFA. Nous avons 1800 CERFA. Au niveau de la 1800. Voilà, au niveau du ministère de l'économie et des finances, il y en a 500. Moi, je m'engage aujourd'hui devant vous. Je l'ai dit il y a quelques jours dans le cadre du lancement d'une opération que nous avons conduite avec Laurent Marcangeli et Éric Lombard. Je m'engage à diminuer le nombre de CERFA de 200 à la fin de l'année. Bien. Vous êtes ministre de la Consommation aussi. C'est vrai, tout à fait. Oui. Bon, est-ce que vous allez vendre le magazine 60 millions de consommateurs? Alors, en qualité de ministre de la Consommation, je suis très attachée évidemment à tout le monde de la consommation. Nous avons un opérateur qui est l'INC, qui a deux fonctions, une fonction de service public et une fonction effectivement qui gère un journal, 60 millions de consommateurs qu'un grand nombre de Français connaissent. Ce journal connaît un certain nombre de difficultés conjoncturelles par une baisse du nombre d'abonnés qui a diminué de moitié en 5 ans, des difficultés structurelles aussi par la forme juridique de l'opérateur qui fait que il y a l'obligation de passer par une commande publique, voilà, pour faire un certain nombre de travaux. Il nous faut trouver une situation pour assurer un maintien et un développement, je dirais, pérenne dans le temps de cet organisme. Et aujourd'hui, ce jour, il y a un conseil d'administration qui va confier une mission au nouveau directeur général que nous aurons dans quelques jours. Pour trouver un repreneur. Non, d'organiser les moyens d'assurer
le maintien et le développement de ce journal. Est-ce que vous me garantissez ce matin qu'il n'y aura pas de vente au privé? Non, vous me le garantissez ou pas? Ce qui est confié au directeur général, ce que je peux vous garantir, c'est la mission qui est confiée au directeur général de trouver une solution pour assurer un développement dans le temps. Est-ce que la solution passe aussi par une vente? Il peut y avoir la recherche d'un repreneur, mais privé. La recherche d'un repreneur, vous savez, quand sera un privé. Quand on recherche un repreneur, on ne détermine pas forcément le profil à l'avance. Un privé, Véronique Louwagie. Ce qui est important, parce qu'il y a des agents derrière qui font un travail remarquable que j'ai rencontré dans quelques jours, avec une revue qui est connue, et il est important de maintenir, je dirais, le titre, et je fais tout pour maintenir le titre, mais il faut que nous assurions à ce titre les moyens de poursuivre leur mission et de se développer, c'est tout le sens. Donc, si cela passe par un repreneur, c'est bien, mais cela peut être passer aussi par d'autres moyens. Deux solutions, mais vous n'écartez pas la vente à un privé. Non, je n'écarte rien. Bien, j'ai bien compris. La fast fashion, toujours pas de loi. Mais non, mais c'est rien pour freiner le développement de sites comme Chine, ou je ne sais pas comment on dit, Chine, c'est bien cela, ou Temu. Alors, nous aurons une proposition de loi qui sera examinée au Sénat avant l'été. Il y en a une, cette proposition de loi avait été examinée l'année passée à l'Assemblée nationale. Le 14 mars 2024, et nous sommes le 14 mars 2025. Oui, mais vous n'ignorez pas qu'il y a eu un petit peu d'événements politiques qui a modifié les agendas parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat. J'ai une attention très particulière sur ce sujet. Nous avons travaillé avec Agnès Pannier-Runacher pour améliorer un certain nombre de dispositifs et renforcer des mesures dans cette proposition de loi. Parce que ce qui est important, c'est surtout qu'il ne faut pas pénaliser nos entreprises françaises et il faut surtout atteindre les cibles que l'on veut atteindre. Il faut se méfier. Concurrence déloyale. Tout à fait, mais c'est un combat. La fast fashion, aujourd'hui, il y a des impacts en matière environnementale, des impacts en matière sociale, des impacts en matière économique. Ces plateformes aujourd'hui que vous avez citées, c'est le président de la Poste, Philippe Val, qui faisait état que 22% des colis de la Poste émanent de 2 plateformes. Voilà, donc c'est un combat que nous menons à travers une PPL une proposition de loi pour atteindre ces plateformes. De l'autre côté, nous avons aussi des contacts au niveau européen et moi je me réjouis que la Commission européenne, le 5 février dernier, ait décidé de revoir le dispositif d'exemption des droits de douane jusqu'à 150 €. Parce que ça, c'est une mesure qui effectivement participe à faire rentrer des flux au niveau européen. De l'autre côté, j'ai demandé à la DGCCRF également de faire un certain nombre de contrôles sur toutes ces plateformes étrangères et à faire en sorte que au moins la moitié des prélèvements des articles contrôlés par la DGCCRF émanent de ces plateformes. Bien, donc vous soutenez ce texte de loi? Oui, il faut que nous agissions pour faire en sorte que notre commerce, ce que j'appelle le commerce de boutique, toutes nos filières commerciales en France, et qu'il y ait une concurrence loyale, une concurrence équitable, une concurrence à égalité. Véronique Louwagie, je voudrais terminer avec les ZFE. Pourquoi les ZFE? Parce que la colère est grande. J'avais encore ce matin le maire d'une commune de la métropole de Montpellier qui me disait, moi j'ai décidé, après avoir consulté mes habitants, j'ai décidé de ne pas dresser d'amende. C'est franchement, vous avez pénalisé avec cette ZFE, je dis vous parce que c'est le gouvernement qui a paralysé, vous pénalisez les commerçants, les artisans, vous paralysez des Français qui n'ont pas les moyens d'acheter une voiture électrique aujourd'hui ou autre, une voiture neuve, vous les pénalisez. Alors, l'exemple que vous donnez là, c'est tout à fait l'exemple, et ça va en faveur de l'argument que je vais développer tout à l'heure sur le test PME. Il faut tester préalablement à des textes, que ce soit des lois ou des textes réglementaires, l'impact et le mesurer de manière préalable. Mais l'impact, on le connaît maintenant. Maintenant, on l'a mesuré, l'impact. Maintenant, on le connaît. Mais l'idéal, c'est quand même de le mesurer mais en amont. Maintenant, concernant les ZFE, on a l'impact. Alors, est-ce qu'on revient sur la loi? Il ne faut jamais rien s'interdire.
À un moment donné, il faut ne vous faire interdisez pas de revenir sur ce texte. Il faut toujours faire un état des lieux, faire un diagnostic. Et effectivement, s'il y a eu une erreur d'appréciation, s'il faut corriger, oui, il faut revenir. Vous êtes prête à demander la correction sur ce texte? Je pense que c'est un sujet qui doit être abordé avec l'ensemble des acteurs. Je ne l'ai pas abordé moi, mon ministère, ça n'est pas dans ma mission. Mais je crois qu'il ne faut jamais rien s'interdire en matière d'évaluation. Véronique Louwagie, est-ce que vous êtes favorable à ce qu'on revoie ce texte, à ce qu'on le modifie? Je ne sais pas s'il faut à ce stade le modifier, mais le revoir, évaluer l'impact, réunir tous les acteurs qui sont concernés, donc les élus. Ça va être fait? Je ne sais pas si ça va être fait, ça n'est pas moi qui porte cette politique. Mais enfin, vous avez votre mot à dire. Oui, cela peut être fait, c'est un point que nous devons voir, parce qu'effectivement aussi, les commerçants, les artisans sont impactés par cette mesure pour rentrer dans un certain nombre de villes. Il y a également les consommateurs qui sont concernés. Un certain nombre n'auront peut-être pas les moyens de renouveler leur véhicule automobile. Donc tous ces éléments doivent être pris en compte avec l'ensemble des partenaires et ne jamais rien s'interdire. À titre personnel, franchement, Véronique Louwagie, est-ce que vous auriez pris cette mesure? Je ne suis pas sûre d'ailleurs que je l'avais voté. Il faudrait que je vérifie. Mais je ne crois pas en tout cas. Vous avez voté contre. Vous avez voté contre Véronique Louwagie. C'est pour ça que je vous pose la question. Vous avez voté contre. Oui. Mais maintenant vous êtes au gouvernement, vous êtes chargé de l'appliquer. Ah non, mais attendez, à un moment donné, je suis légitime. Je ne suis pas favorable forcément à tous les textes, toutes les lois, toutes les normes qui s'appliquent, mais donc vous avez voté contre, vous avez envie qu'on revote, quoi. Enfin, pas qu'on revote, mais qu'on revoie le texte. Non, mais Jean-Jacques Bourdin, il m'est arrivé quelquefois de voter contre des textes, et après avoir constaté aussi que j'avais eu tort de voter contre, et que finalement, à un moment donné, il faut voter pour. Je crois qu'il... Vous avez eu tort, là? Vous avez eu tort? Oui, voter contre? Ah non, pas sur ce texte-là, mais sur d'autres textes. Il m'est arrivé de voter contre et reconnaître après que peut-être j'aurais dû voter pour. Bon, mais là, vous êtes contente d'avoir voté contre? Ah oui, je ne regrette pas. Oui, mais ça, j'ai bien compris. Il est 8h55. Merci beaucoup. Merci à vous. Véronique Louwagie, merci d'être venue nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Les choses sont claires, au moins. C'est bien, merci de répondre. Franchement, il est 8h55.